Le babyphone grésilla à 3h47 du matin, réveillant Nathan Cala en sursaut. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. 23 années passées en tant qu'électricien lui avaient appris que les parasites étaient un signe avant-coureur. La douce respiration d'Emma parvenait comme d'habitude. Mais cette fois, il y avait autre chose. Des chuchotements. Des voix. Des mots que personne ne devrait prononcer près du berceau de son bébé au milieu de la nuit. Ne t'inquiète pas. Il est complètement KO. Il a pris 3 mélatonines après cette double journée. Mets la bague dans le tiroir à couches, 2e niveau en partant du bas. De toute façon, il ne fouille jamais dans ses affaires. La voix était celle de Valérie. Sa femme depuis 7 ans, allongée juste à côté de lui ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté du lit. Valérie avait disparu. Le cœur de Nathan se mit à battre la chamade. À moins que quelqu'un d'autre ne soit dans sa maison. Nathan sortit du lit sans faire de bruit. Ses pieds se posèrent sur le plancher de bois franc, frais. Il l'avait installé lui-même 3 étés auparavant pour économiser $12 000 de main-d'œuvre. Il se faufila dans le couloir, dépassant la chambre d'Ivy, où 16 trophées de danse étaient exposés partout. Des brochures universitaires étaient étalées comme des rêves sur son bureau. Puis, il passa devant la porte de Carter, recouverte d'autocollants de super-héros qu'il avait aidé à disposer par taille et par couleur, exactement comme son fils de 8 ans l'aimait. La porte de la chambre d'Emma était entr'ouverte, exactement comme il l'avait laissée après sa tétée de 10 heures du soir, mais la pièce était vide. La poitrine de Nathan se serra tandis qu'il ouvrait la porte plus grand. Le berceau était intact dans le coin, les draps parfaitement bordés, son éléphant en peluche regardant droit devant, le mobile étoilé projetant de douces ombres sur le plafond. Mais Emma avait disparu. La panique lui serra la gorge jusqu'à ce qu'il entende Sao Sedou gazouillis, faible, provenant du fond de la maison. Un soulagement décuplé le submergea. Mêlé à la confusion, il se laissa tomber à genoux près du berceau. C'est alors qu'il vit quelque chose de métallique qui captait le clair de lune sous le cadre qu'il avait construit de ses propres mains. Un téléphone. Certainement pas le sien. Certainement pas l'iPhone enregistré de Valérie, avec sa coque en or rose et ses photos de famille. Cet appareil était noir, anonyme, un téléphone jetable comme ceux qu'ils utilisaient dans les séries policières. Les doigts d'électricien de Nathan tremblèrent alors qu'il appuyait sur le bouton d'alimentation. L'écran illumina 10 messages non lus d'un contact intitulé simplement Robe rouge. L'estomac de Nathan se noua lorsqu'il fit défiler la conversation, chaque message étant un coup de couteau dans ses entrailles. Hôtel Roosevelt. Réservation pour jeudi soir. Suite présidentielle, chambre 247. Il fait encore une double journée. Il ne rentrera pas avant minuit. Mon Dieu, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. La façon dont tu m'as regardé quand tu m'as remis Emma. Je ne peux pas m'en empêcher. Porte la bague qu'il t'a offerte, l'alliance d'anniversaire. Rien d'autre. Ça fait 2 ans qu'on joue à la famille et il n'en sait toujours rien. Parfois, je pense que tu jouis autant de la tromperie que moi. J'ai hâte de te goûter à nouveau. L'horodatage du dernier message indiquait 23h32, il y a moins de 4 heures, alors que Nathan dormait profondément après avoir travaillé 14 heures sur le chantier de construction Morrison, son corps endolori d'avoir tiré des câbles électriques à travers 3 étages d'espace commercial. Une notification de messagerie vocale clignotait en rouge. Le pouce de Nathan hésita au-dessus du bouton de lecture, un instinct primaire l'avertissant que les connaissances, une fois acquises, ne pourraient jamais être oubliées. Mais la trahison était déjà gravée dans son cœur. Il appuya sur lecture. Mon amour. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. La façon dont tu m'as regardé quand tu m'as remis Emma. Comme si tu me présentais un cadeau. Christ, c'est tellement mal. Mais c'est tellement bon. Demain soir, chambre 247. Je serai là à 8 heures pile. La voix frappa Nathan comme un coup de massue au plexus solaire. Ryder Sloan, le technicien en système de sécurité qui avait installé leur système de maison intelligente 6 semaines auparavant. Père marié de 2 jeunes garçons. Le même homme qui avait serré la main de Nathan à la fin de l'installation et l'avait traité de chanceux pendant que ses yeux dévoraient Valérie dans son pantalon de yoga. La respiration de Nathan devint saccadée, superficielle. Sa vision se brouilla alors que les souvenirs le traversaient de part en part. Il avait rencontré Valérie lorsqu'elle étudiait le développement de la petite enfance et qu'il suivait des cours du soir en génie électrique. Elle avait déjà 2 enfants quand ils se sont rencontrés, Ivy, 10 ans,
vive et déterminée, et le petit Carter, à peine 1 an, qui cherchait encore ses mots. Nathan n'avait jamais sourcillé, ne s'était jamais posé de questions dès le premier jour. Il les aimait comme les siens. Comme son propre sang. Le babyphone grésilla à nouveau, sortant Nathan de sa torpeur. Il attrapa l'unité parentale sur la table allongée et commença à faire défiler les images enregistrées de la semaine passée. La plupart étaient normales, Emma qui dormait, Valérie qui lui donnait le biberon tard dans la nuit. Mais ensuite, il arriva à jeudi soir, et ce qu'il vit lui glaça le sang. 2h23 du matin, Valérie entrant dans la chambre d'enfant. Mais elle n'était pas seule. Une silhouette masculine la suivit à l'intérieur, se déplaçant avec la familiarité assurée de quelqu'un qui appartenait à cet endroit. 2h24 du matin, la silhouette a soulevé Emma de son berceau pendant que Valérie récupérait quelque chose dans le tiroir de la table allongée. Une petite boîte à bijoux que Nathan a reconnue comme celle contenant son alliance et sa bague de fiançailles. 2h26 du matin, les deux silhouettes partent ensemble, Valérie portant la boîte à bijoux, l'homme berçant Emma comme si c'était sa propre fille. Nathan a rembobiné la vidéo et amélioré l'audio. Le rire de Valérie s'est répandu dans les haut-parleurs, clair comme du cristal et totalement dépourvu de remords. Il croit vraiment qu'Emma a sauvé notre mariage. C'est ce qui rend toute cette histoire si magnifiquement ironique. Elle a sauvé quelque chose. Simplement pas ce qu'il imagine. Le récepteur du babyphone a explosé contre le mur de la chambre d'enfant dans une pluie d'éclats de plastique. J'ai besoin de prendre des jours de congé pour des raisons personnelles, a dit Nathan à son contremaître le lendemain matin, forçant sa voix à conserver le ton stable et professionnel qui lui avait valu le respect dans le secteur de la construction. Urgence familiale. Ça pourrait durer quelques jours, peut-être une semaine. Mike Rodriguez leva les yeux du plan étalé sur son bureau de fortune. Après 8 ans et des dizaines de chantiers ensemble, ils avaient tissé le genre de confiance qui naît du fait de se fier l'un à l'autre dans des situations dangereuses impliquant des installations électriques sous tension et de la machinerie lourde. Tout va bien chez toi. Affaire personnelle. Je vais arranger ça. Peu importe ce qui se passe, tu as mon soutien. Mais au lieu de rentrer chez lui pour affronter le naufrage de son mariage, Nathan a conduit jusqu'au Starbucks sur la 5e rue et a composé un numéro qu'il avait mémorisé à partir des documents de l'entreprise de Ryder. Résidence Sloan. Madame Sloan, ici Nathan Callahan. Nous devons parler. Un silence s'est étiré entre eux, assez longtemps pour que Nathan entende la circulation sur sa ligne, le bruit lointain d'enfants qui jouent. À propos de quoi, exactement? À propos de votre mari et de ma femme. Une autre pause, plus longue cette fois. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix portait la fatigue plate de quelqu'un qui porte un terrible secret comme une pierre dans sa poitrine. Rencontrez-moi à Riverside Park dans 1 heure. Venez seul et apportez toutes les preuves que vous avez trouvées. Deidre Sloan attendait déjà à l'arrivée de Nathan, assise sur un banc surplombant la rivière. De sombres cernes ombraient ses yeux verts, et sa main gauche était nue, là où aurait dû se trouver une alliance. Depuis combien de temps le savez-vous, a-t-elle demandé sans préambule. Découvert hier soir. Vous. 3 semaines et 2 jours. Son rire n'avait rien d'amusant. Je me suis dit que c'était le travail. Des reçus d'hôtel dans sa veste. Des dîners d'affaires. Des réunions d'équipe. Je suis comptable. Je sais comment faire mentir les chiffres quand j'en ai besoin. Elle a sorti son téléphone et a montré à Nathan une série de SMS. Les horodatages remontaient à plusieurs mois, créant une chronologie de tromperie qui s'étendait bien au-delà de ce que Nathan avait imaginé possible. Mais ensuite, j'ai vu ceci. Difficile à expliquer. Je te veux tellement que tu oublieras ton propre nom. En tant que professionnel de la communication, Nathan a étudié les messages. Quand est-ce que ça a commencé? Au mieux de ce que je peux dire, le jour où il a installé votre système de sécurité. Il est rentré à la maison ce soir-là différent. Excité comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Il a recommencé à faire du sport. À acheter de nouveaux vêtements, à prendre des douches plus longues. Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir. J'ai pensé qu'il faisait une crise de la quarantaine. Je lui ai acheté une moto pour son anniversaire, pensant que ça pourrait l'aider. Au lieu de ça, il l'a utilisée pour rendre visite à ma femme tous les mardis et jeudis, parfois le samedi matin quand vous emmeniez les enfants à leurs activités. La voix de Deidre est devenue plus dure. J'ai commencé à suivre son téléphone il y a 3 semaines. Votre maison. Toujours votre maison.
Nathan a sorti son téléphone et lui a montré des images de la caméra embarquée qu'il avait extraite des caméras de circulation de la ville, une astuce qu'il avait apprise pendant son travail au service municipal de l'électricité. Ces mêmes caméras avaient capturé la camionnette de travail de Ryder garée dans l'allée de Nathan. Fils de sorcière, a murmuré Dèdre, sa contenance se fissurant finalement. C'est le collier de ma grand-mère qu'elle porte sur cette photo. Il prépare quelque chose de plus important qu'une simple liaison, a déclaré Nathan, en sortant les photos qu'il avait prises des documents dans le sac à main de Valérie. Elle rencontre Patricia Hendricks, l'avocate spécialisée dans les divorces concernant des patrimoines importants. Ce sont des papiers préliminaires. Dèdre est devenu pâle en lisant les documents. La preuve d'une embuscade conjugale soigneusement planifiée. Ryder fait la même chose. Il croit que je ne sais pas, mais je gère notre argent. Il cache 200 000 en crypto, déplace les choses pour faire semblant d'être fauché. Valérie a imité ma signature sur une deuxième hypothèque, a retiré 80 000 contre la maison que j'ai construite moi-même. Ils sont restés assis en silence, entourés par le chaos tranquille d'un parc rempli de gens qui croient encore aux contes de fées. Des enfants sur des balançoires, des couples se tenant la main, des chiens chassant les feuilles. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a finalement demandé Dèdre. Nathan repensait au rire d'Emma, aux rêves universitaires d'Ivy, aux progrès de Carter en orthophonie la semaine dernière, aux années qu'il avait passées à bâtir quelque chose de beau qu'on était en train de détruire de l'intérieur. « Je veux les détruire, dit-il doucement. Légalement, financièrement. Complètement. Complètement. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont jeté, et je veux qu'ils paient pour ça. » Le sourire de Dèdre était tranchant comme une lame. J'espérais que vous diriez ça. Au cours des 2 semaines suivantes, Nathan se transforma en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine pendant la journée. Il maintenait la façade de la normalité, emmenant Carter à l'orthophonie, assistant au gala de danse d'Ivy, partageant des moments de calme avec Emma pendant ses biberons. Mais la nuit, il devenait un architecte méthodique de la justice. Son atelier au sous-sol, autrefois consacré au projet de meubles du week-end et à l'électronique de loisirs, se transforma en centre de commandement. Nathan installa une ferme de serveurs pour traiter des téraoctets d'images de surveillance, en les faisant transiter par des VPN, des compétences qu'il avait acquises dans ses cours de cybersécurité au collège communautaire. Chaque appareil intelligent de sa maison au thermostat, serrure de porte, caméra de sécurité, babyphone, même le réfrigérateur intelligent que Valérie avait insisté pour avoir alimenté désormais son système central de surveillance. Il installa des caméras cachées dans les bouches d'aération, derrière les cadres de tableaux, à l'intérieur des détecteurs de fumée. Des récepteurs audio de la taille de punaise furent placés dans chaque pièce. La maison devint sa forteresse, son centre de surveillance, son arme. Pendant ce temps, Dèdre rapportait des informations qui aggravaient tout. Ryder ne se contentait pas de tromper, il enfreignait la loi. Depuis des mois, il copiait les images de sécurité des clients, constituant une réserve privée de moments intimes de famille qui lui faisaient confiance pour les protéger. J'ai trouvé des relevés bancaires remontant à 2 ans, rapporta Dèdre lors d'une de leurs réunions clandestines dans divers cafés de la ville. Il fait du chantage à ses clients. Les Henderson, les Chen, les Robertson. Tous ont fait des dons substantiels à ses comptes offshore après qu'il a installé leur système. Du chantage? Pourquoi? Des liaisons, des irrégularités financières. Tout ce qu'il pouvait utiliser comme levier. Votre femme n'est pas sa première conquête. Elle est juste la plus utile. Elle lui donne accès à vos contacts dans le bâtiment, à vos informations financières, à toute votre vie. La mâchoire de Nathan se serra alors que l'ampleur de la trahison devenait claire. Elle lui a fourni des informations sur nos clients. Numéro de compte bancaire, numéro de sécurité sociale, code de sécurité domestique. Il mène des opérations de vol d'identité en utilisant des informations qu'elle a recueillies dans votre bureau à domicile. Les preuves s'accumulaient comme une marée de destruction. Relevés financiers, journaux de communication, séquences vidéo, enregistrements audio, tout cela brossait le tableau d'une trahison systématique qui allait bien au-delà d'une simple liaison. C'était du crime organisé. Mais la découverte la plus accablante provint du propre système de surveillance de Nathan. Tard un jeudi soir, alors qu'il effectuait une réparation électrique d'urgence à l'hôpital, ses caméras ont capturé Valérie et Ryder dans la chambre d'Emma. Ce que Nathan vit fit trembler ses mains d'une rage à peine contenue. Ryder tenait Emma dans ses bras pendant que Valérie fouillait dans la commode du bébé, en sortant des documents dont Nathan ignorait l'existence, des évaluations de garde, des évaluations psychologiques,
des dossiers médicaux falsifiés affirmant que Nathan était émotionnellement instable et potentiellement violent. Une fois que nous aurons déposé ces papiers, il est fini, dit Valérie, balançant Emma dans ses bras avec la désinvolture de quelqu'un qui avait fait cela plusieurs fois auparavant. La garde exclusive, la maison, sa pension, tout. Mon avocat dit que ses antécédents de dépression après la mort de son père le rendent inapte. Et les enfants plus âgés? Ivy me choisira. C'est moi qui ai payé ses cours de danse, qui l'ai aidé pour ses candidatures à l'université. Carter est trop jeune pour avoir son mot à dire légalement. Et honnêtement, ses besoins spéciaux le rendent coûteux. La pension alimentaire à elle seule nous mettra bien à l'abri. Tu es sûr qu'il ne ripostera pas. Le rire de Valérie était cruel. Nathan, c'est trop un boy scout. Il acceptera ce que le tribunal décidera parce qu'il pense que c'est le mieux pour les enfants. Il n'a aucune idée de comment être impitoyable. Ils se déplacèrent dans le salon, étalant des documents falsifiés sur la table basse. Valérie sortit une bouteille de vin, leur millésime de mariage, le château de Cam 1947 qu'ils avaient gardé pour le 18e anniversaire d'Emma. Au nouveau départ, porta Ryder un toast. Nathan enregistra chaque image, chaque mot. Mais plus que cela, il commença à planifier. J'ai obtenu le boulot à Seattle, dit Nathan lors du dîner de vendredi soir, observant attentivement Valérie en lâchant le mensonge qu'il avait fabriqué juste pour ce retrofit électrique de 3 jours au nouveau campus de Microsoft. Bien payé. Mais je serai absent tout le week-end. Les yeux de Valérie s'illuminèrent comme un matin de Noël, bien qu'elle ait essayé de masquer son excitation par une inquiétude conjugale appropriée. Oh, c'est merveilleux, chérie. Une opportunité vraiment formidable. Quand pars-tu? Demain matin. Premier vol. Je ne serai pas de retour avant lundi soir. Peut-être mardi s'ils ont besoin d'heures supplémentaires. Bon, ne travaille pas trop. Les enfants et moi, ça ira ici. Ivy leva les yeux de ses devoirs de calcul. Papa, tu as l'air stressé ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Nathan tendit la main et serra celle de sa belle-fille, sa fille à tous les égards. Juste des soucis de travail, ma puce. Rien d'inquiétant pour toi. Mais Carter, 8 ans et doté de la perspicacité particulière qui accompagne souvent ses difficultés d'élocution, n'était pas dupe. Est-ce que toi et maman vous avez des problèmes? Pourquoi tu penses ça? Vous ne vous faites plus de câlins. Valérie força un rire qui sonna comme du verre brisé. Les adultes traversent des phases, mon chéri. Tout va bien. Samedi matin, Nathan fit mine de partir pour l'aéroport, avec valise et documents de voyage. Mais au lieu de se diriger vers SeaTac, il se rendit dans un box de stockage loué sous un faux nom et s'installa, entouré d'écrans et d'équipements qui auraient pu rendre la NASA jalouse, prêt à surveiller chaque centimètre de sa maison. L'attente était une torture. Chaque minute lui semblait durer 1 heure tandis que Nathan observait sa famille vaquer à ses occupations du samedi, Ivy partant pour son cours de danse, Carter jouant à des jeux vidéo, Emma faisant sa sieste dans son transat. La vie normale qui continuait pendant que le monde de Nathan s'apprêtait à exploser. 19h43, la Honda Accord de Valérie se gara dans l'allée, revenant de ce qu'elle avait dit aux enfants être une soirée entre filles avec des amis de l'université. 19h44, la camionnette de Ryder suivit, se garant avec audace à la place de Nathan, comme s'il y avait sa place. 19h52, les 2 silhouettes entrèrent par la porte d'entrée que Nathan avait peinte au printemps dernier, portant des sacs de voyage comme s'ils emménageaient définitivement. La mâchoire de Nathan se serra alors qu'il se dirigeait directement vers la chambre principale, sa chambre, où il avait fait l'amour à Valérie il y a seulement 5 nuits. Bientôt, il sera complètement détruit, dit Valérie, sa voix portant un venin que Nathan n'avait jamais entendu auparavant. La garde complète des 3 enfants, la maison, sa pension, tout. Qu'en est-il de sa famille? Ne vont-ils pas le soutenir? Demanda Ryder. Ses parents sont morts, il a une sœur en Oregon à qui il parle 2 fois par an, et ses quelques amis sont tous des collègues. Il a bâti tout son monde autour de nous. Quand nous serons partis, il n'aura plus rien. Tu n'as pas de remords? J'ai besoin de plus que quelqu'un qui rentre à la maison couvert de poussière de chantier et s'endort en regardant History Channel. J'ai besoin de quelqu'un qui m'excite, qui me fasse me sentir vivante. Ils passèrent au salon, et Nathan regarda avec horreur comme il se mettait à l'aise dans son espace, buvant son vin, célébrant la destruction de sa vie avec la désinvolture de personnes planifiant des vacances. 2h17 du matin, des détecteurs de mouvement détectèrent Nathan entrant par le sous-sol.
il se déplaçait dans sa propre maison comme un fantôme, se souvenant de chaque latte de plancher et de chaque craquement d'escalier grâce à des années d'entretien tardif et de biberons d'urgence au milieu de la nuit. Le tableau électrique l'attendait dans le coin du sous-sol, son royaume de commutateurs et de disjoncteurs. Nathan coupa l'alimentation principale. L'obscurité engloutit la maison comme un être vivant. L'éclairage de secours se déclencha, de douces lueurs rouges provenant des panneaux de sortie et des détecteurs de fumée, les veilleuses à piles qu'il avait installées pour les visites nocturnes de Carter aux toilettes à l'étage. La voix de Valérie perça le silence avec une panique aiguë. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce doit être une surtension ou un transformateur qui a sauté. Je vais vérifier le tableau électrique. » Des pas dans l'escalier, lourd et confiant, Ryder apparut dans l'embrasure de la porte du sous-sol, une lampe de poche à la main. Il ne vit pas Nathan appuyé contre la poutre de soutien avant qu'il ne soit trop tard. Le pied de biche, 60 cm d'acier forgé que Nathan utilisait pour les travaux de démolition, frappa Ryder à travers les côtes avec un son comme une batte de baseball frappant une pastèque. Il se plia comme un château de cartes, la lampe de poche tombant avec fracas sur le sol en béton. « Tu crois que je ne l'aurais pas découvert ?» grogna Nathan, le traînant jusqu'à une poutre de soutien. De solides colliers de serrage se resserrèrent autour des poignets de Ryder. « Nat, putain de Dieu! Qu'est-ce que tu fais ?» Valérie se tenait en haut des escaliers du sous-sol, Emma pleurant dans ses bras, son visage blanc de terreur dans la lumière de secours. « Pose ma fille, dit Nathan, sa voix portant un calme plat. Tu fais une autre crise. Tu as besoin d'aide. Pose-la. » Quelque chose dans le ton de Nathan perça la panique de Valérie. Elle plaça Emma dans son transat en haut des escaliers avant de descendre lentement. Dans la lumière rouge de secours, son visage ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'horreur. « Depuis combien de temps ?» demanda Nathan. « Depuis combien de temps quoi ? Ne prends pas mon intelligence pour de la merde, Valérie. J'ai 47 heures d'images des 2 dernières semaines rien qu'avec ça. Toi, lui, planifiant de détruire tout ce que j'ai construit. Alors je vais demander une fois de plus, depuis combien de temps ça dure ? Sa contenance se brisa comme une coquille d'œuf. 3 mois. Menteuse. Ryder gémit en s'appuyant contre la poutre, du sang coulant de sa bouche là où il s'était mordu la langue pendant sa chute. Val, ne lui dis pas pour elle et tais-toi. Elle rétorqua avec une intensité féroce. Pourquoi ? Nathan se rapprocha, le pied de biche toujours à la main, et Valérie recula instinctivement vers les escaliers. Pour l'usurpation d'identité, les chantages, les faux documents. Ou peut-être pour la façon dont tu utilises notre fille comme un accessoire dans tes jeux malsains. Ce n'était pas comme ça. Les yeux de Valérie passaient de Nathan aux escaliers, évaluant ses chances. Combat ou fuite, l'éternel choix humain qui se jouait dans son sous-sol à 2h30 du matin. Vous voulez la vérité, dit-elle finalement, sa voix puisant sa force dans le désespoir. Très bien. Tu n'étais jamais assez, Nathan. Un bon pourvoyeur, certes. Un beau-père correct pour des enfants qui ne sont même pas de ton sang. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelqu'un qui me désire en tant que femme, pas seulement en tant que mère et ménagère. Je t'idéalisais. Tu idéalisais ton image de moi. La femme parfaite, la mère parfaite, la femme qui serait reconnaissante pour tes rêves de classe moyenne et ta stabilité de banlieue. Nathan sentit quelque chose mourir dans sa poitrine, pas l'amour, qui avait pris fin au moment où il avait trouvé le téléphone caché, mais l'espoir. L'espoir que, quelque part sous la trahison, vive une femme qui pourrait regretter ses choix, qui pourrait se battre pour leur famille. La lumière se ralluma en clignotant, révélant des néons qui projetaient des ombres crues sur le sous-sol. Les pleurs d'Emma se firent plus forts à l'étage, et Nathan entendit Carter appeler, confus et effrayé. « Va réconforter ton fils, dit Nathan à Valérie. Dis-lui que tout va bien se passer. Parce que pour lui, pour Ivy, pour Emma, ça ira. Et nous ? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais vraiment eu, n'est-ce pas ? » Lundi, 9h du matin, Nathan entra chez Chen et associé avec une boîte d'archives et un feu dans la poitrine. Patricia Chen, une requin du divorce en tailleur Armani, leva les yeux de son bureau, plus acéré que jamais. « Monsieur Callahan. Vous avez dit que vous aviez des preuves solides. » Il fit glisser une clé USB cryptée. 47 heures de vidéo, adultère, fraude, mise en danger d'enfants, usurpation d'identité et complot de parjure, plus une déclaration de l'autre femme. Elle dépose également plainte. Patricia la brancha.
Son légendaire visage de poker vacilla tandis que la vidéo défilait. C'est extraordinairement complet. Quand vous avez appelé, je pensais que nous avions affaire à une affaire d'adultère standard. C'est du crime organisé qui utilise votre mariage comme couverture. Je veux la garde exclusive des 3 enfants, dit Nathan, sa voix portant la détermination inébranlable d'un homme qui avait passé 2 semaines à planifier ce moment. Je veux la maison, les actifs, tout. Et je veux qu'ils soient tous les 2 détruits légalement à accusation criminelle, poursuite civile, ruine financière complète. Les preuves soutiennent certainement ce résultat. Quel est votre calendrier? Nathan vérifia sa montre. Valérie est à la réunion de l'association des parents d'élèves à l'école primaire jusqu'à 7 heures ce soir. 30 parents inquiets discutent de la collecte de fonds du printemps. Je veux qu'elle soit servie devant tout le monde. L'humiliation publique sert rarement les intérêts à long terme de nos clients. Elle avait prévu de détruire ma relation avec mes enfants et de me laisser sans rien. Il ne s'agit pas de vengeance, Madame Chen. Il s'agit de conséquences. À 15 heures, les documents étaient déposés. À 18h30, un huissier de justice nommé Miguel Santos entra dans la cafétéria de l'école primaire Jefferson, où 37 parents inquiets débattaient des avantages des différentes stratégies de collecte de fonds pour le prochain carnaval de printemps. Valérie était assise à la table d'honneur, ses cheveux auburn parfaitement coiffés, portant la robe bleue que Nathan lui avait achetée pour leur anniversaire. Elle ressemblait à la mère de banlieue idéale, le masque parfait pour un mensonge parfait. Valérie Callahan. La voix de Miguel coupa court à la discussion sur les ventes de billets de tombola et la logistique des jeux du carnaval. La cafétéria se tut. 36 pères d'yeux se tournèrent vers Valérie alors qu'elle levait les yeux de son presse-papier. Vous êtes notifié. L'enveloppe en papier craft aurait aussi bien pu être une grenade dégoupillée. Miguel la plaça à côté de la tasse de café de Valérie et partit avec une efficacité professionnelle. Les chuchotements commencèrent immédiatement, le murmure affamé de la curiosité de la banlieue. Confrontée à un drame authentique, les mains de Valérie tremblaient lorsqu'elle déchira l'enveloppe, son visage se vidant de sa couleur à chaque page qu'elle tournait. Elle ramassa précipitamment ses affaires et se précipita chez elle, mais la maison n'était plus sûre. Lorsque Valérie essaya sa clé dans la serrure de la porte d'entrée, rien ne se passa. Les codes de sécurité avaient été changés. Le système domotique qu'elle avait contribué à trahir l'empêchait désormais d'entrer comme une étrangère indésirable. Un shérif adjoint s'approcha par derrière. « Madame, je suis l'adjoint Martinez. Je dois vous demander de ne récupérer que des effets personnels et des vêtements. Vous avez 90 minutes d'accès supervisé pour rassembler le nécessaire. C'est ma maison. J'habite ici. Pas selon l'ordonnance restrictive émise cet après-midi, et l'examen de l'acte de propriété montre que la propriété appartient au Callahan Family Trust. » À l'intérieur, Nathan était assis dans son fauteuil inclinable en cuir avec Emma sur ses genoux. Sa fille gazouillait joyeusement, essayant d'attraper la télécommande tandis que des dessins animés passaient à la télévision, tableau d'une normalité paternelle au centre d'un ouragan domestique. Nathan laissa Valérie partir sans un mot. Sous la surveillance du shérif adjoint Martinez, elle monta silencieusement à l'étage pour rassembler ses affaires. Ivy et Carter se tenaient dans l'embrasure de la porte, tous deux sentant la gravité d'une situation qu'ils ne pouvaient pas entièrement comprendre. « Papa, qu'est-ce qui se passe » demanda Carter. « Pourquoi maman pleure-t-elle ?»« Ta mère a fait des choix qui ont blessé notre famille, mon grand, mais tu es en sécurité ici. » 3 mois plus tard, Nathan était assis dans la salle d'audience numéro 7 du palais de justice familiale du comté de King, regardant l'avocat de Valérie faire sa déclaration liminaire à la juge Rebecca Harrison. « Votre honneur, déclara James Mitchell, ma cliente admet avoir commis des erreurs pendant une période difficile de son mariage, mais elle cherche un nouveau départ et la possibilité de reconstruire sa relation avec ses enfants. De plus, votre honneur, ma cliente est enceinte de l'enfant de Monsieur Callahan, ce qui démontre leur relation intime continue, malgré cette procédure. » L'avocate de Nathan, Patricia Chen, se pencha et murmura « Êtes-vous prêt pour ça ?» Nathan acquiesça, tapotant le dossier manille qui contenait la pièce à conviction finale. Quand vint le tour de Patricia, elle se leva avec une précision chirurgicale. « Votre honneur, mon client aimerait répondre directement à l'allégation de grossesse. » Elle remit un document à l'huissier. Il s'agit d'un dossier médical notarié montrant que Nathan Callahan a subi une vasectomie il y a 9 mois, avec des analyses de sperme subséquentes confirmant une stérilité complète. Il ne peut pas être le père biologique de l'enfant à naître de Madame Callahan. La salle d'audience explosa.
Le visage de Valérie devint blanc comme neige fraîche. Votre honneur, continua Patricia, j'aimerais également appeler Deirdre Sloan à la barre des témoins. Deirdre se dirigea vers la barre des témoins avec une assurance tranquille. Après avoir prêté serment, elle regarda Valérie droit dans les yeux avec une détermination inébranlable. Madame Sloan, pouvez-vous identifier le père biologique de l'enfant à naître de Madame Callahan? Mon futur ex-mari, Ryder Sloan. Et comment le savez-vous? Parce qu'il me l'a avoué dans le cadre d'un accord de plaidoyer pour éviter des accusations fédérales pour vol d'identité, fraude et surveillance illégale. Leur liaison a commencé le jour où il a installé le système de sécurité de la famille Callahan. Le témoignage de Deirdre dépeignait une fraude systématique qui dépassait le simple adultère. Elle produisit un appareil d'enregistrement. J'aimerais faire écouter une conversation que mon mari a enregistrée il y a 6 semaines. La voix de Ryder remplit la salle d'audience. C'est de la folie. Val Callahan va tout découvrir, et quand il le fera, nous sommes tous les deux foutus. Non, il ne le fera pas, répondit Valérie. Je l'ai convaincu qu'il perd la tête. On prend les enfants, la maison, sa pension, tout. Tu seras libre de Deirdre, je serai libre de lui, et nous aurons assez d'argent pour disparaître. Et Emma? Elle est un moyen de pression. Nathan ferait n'importe quoi pour sa précieuse petite fille. On peut le faire mariner pendant des années. Et s'il se défend? Se défendre? C'est Nathan. Il n'a aucune idée de comment être impitoyable. La juge Harrison enleva ses lunettes et se frotta les tempes. J'en ai assez entendu. Madame Callahan, vous êtes par la présente reconnue coupable d'outrage au tribunal pour faux témoignage. La garde physique et légale complète des 3 enfants mineurs est attribuée à Monsieur Callahan, avec des visites supervisées uniquement après avoir terminé une évaluation psychologique ordonnée par le tribunal. L'audience est levée. Ryder écopa de 3 ans de prison fédérale, de la perte de sa licence et d'une ordonnance restrictive permanente de Nathan et de sa famille. Son nom devint un poison dans le monde de la sécurité résidentielle. Son entreprise se dissout en quelques semaines. Deirdre obtint la garde complète de leur garçon. Il n'était plus qu'un détenu, dépouillé de l'illusion du contrôle. 6 mois plus tard, Nathan se tenait dans sa cuisine, préparant des crêpes du samedi matin pendant qu'Emma gazouillait depuis sa chaise haute. La routine était devenue sacrée, les week-ends étant entièrement consacrés à ses enfants, créant de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux souillés par la trahison. Ivy était assise au bar de la cuisine, examinant les lettres d'admission à l'université. Stanford propose une bourse partielle pour la danse. Une bourse complète à l'université de Washington, mais Stanford a le meilleur programme. On s'arrangera pour que Stanford marche, lui assura Nathan. Tes rêves n'ont pas de prix. Carter sortit du salon, les exercices d'orthophonie terminés. Papa, il y a quelqu'un à la porte. À travers la fenêtre de devant, Nathan pouvait voir Valérie, enceinte de 7 mois et ressemblant à une ombre de la femme qui avait autrefois captivé toute sa dévotion. Nathan ouvrit la porte mais ne s'écarta pas. Le bébé est attendu dans 6 semaines, dit-elle sans préambule. Félicitations. Ryder ne répond pas à mes appels. Son avocat dit qu'il ne reconnaît pas sa paternité et n'accepte aucune responsabilité financière. C'est entre vous et lui. Je vis dans un studio dans l'East Side, j'ai perdu mon emploi quand les accusations criminelles ont été rendues publiques, je ne peux pas obtenir de référence, et les frais de justice ont englouti toutes mes économies. Tu as fait tes choix, Valérie. Je sais. Sa voix s'est brisée, trahissant ce qui semblait être un remords sincère. Mais je demande de l'aide. Pas pour moi, pour le bébé. Nathan étudia le visage de son ex-femme, cherchant des signes de manipulation. Au lieu de cela, il vit de l'épuisement, du regret, et quelque chose qui aurait pu être une humilité authentique. Le tribunal t'a accordé des visites supervisées. Tu as manqué les 8 derniers rendez-vous. Je cumulais 3 emplois, essayant d'économiser suffisamment pour payer le premier mois de loyer dans un endroit décent. Station-service, quart de nuit, service du midi dans un restaurant, nettoyage de bureau de minuit à 6 heures du matin. Le rire d'Emma parvint de la cuisine, et la contenance de Valérie s'effondra au son de celui-ci. Elle ne me reconnaît même plus. À qui la faute? À moi. C'est entièrement de ma faute. J'ai rejeté la chose la plus merveilleuse de ma vie. La pluie commença à tomber. Valérie serra son manteau de seconde main plus fort. Je n'ai pas simplement trompé, Nathan. J'étais à la dérive. J'avais envie de quelque chose qui me semblait périlleux et nouveau.
Je me suis persuadé que tu ne me valorisais pas. Elle fit un geste vers la maison qu'ils avaient imaginée ensemble, la chaleur émanant des fenêtres qui brillaient d'épanouissement domestique. Que désires-tu de moi, Valérie? Je voulais simplement que tu comprennes ce que j'ai perdu. Et je voulais dire que je suis désolé. Vraiment, sincèrement, profondément désolé. Les enfants demandent parfois après toi. L'espoir vacilla dans ses yeux comme une flamme de bougie dans la brise. Que leur réponds-tu? La vérité. Que tu as commis des erreurs qui ont blessé des gens. Mais cela ne signifie pas que tu cesses d'être leur mère. Leur diras-tu que je les aime? Tu peux leur dire toi-même. La prochaine visite supervisée est ce samedi à 14 heures. Je ne peux plus assumer les frais de supervision. Ils sont payés. Ils le sont depuis 4 mois, en attendant ton arrivée. Valérie le regarda avec perplexité et incrédulité. Pourquoi? Parce que ces enfants méritent une mère. Peut-être pas la mère qu'ils avaient, mais la mère que tu pourrais devenir si tu fais l'effort de le mériter. Je ne mérite pas ta bonté. Non, tu ne la mérites pas. Mais Emma mérite de connaître sa mère. Ivy mérite d'avoir la possibilité de surmonter sa colère. Carter mérite de comprendre que l'amour ne dépend pas de la perfection. Valérie s'effondra complètement. Merci. Nathan recula et ferma lentement la porte. Le pardon avait des limites. Papa? Ivy apparut à ses côtés. C'était vraiment maman? Oui. Les gens évoluent. Parfois en mieux, parfois en pire. Parfois, ils retrouvent le chemin de ce qu'ils étaient destinés à être. Tu vas bien? Nathan contempla sa maison, sa forteresse, son sanctuaire. L'endroit où 3 enfants grandissaient pour devenir les individus qu'ils étaient censés être, malgré le chaos qui avait menacé d'anéantir tout. Oui, ma puce. On va tous bien aller. Et pour la première fois depuis qu'il avait découvert ce téléphone caché dans la chambre d'Emma, Nathan Callahan le pensait vraiment.